dimanche 7 décembre 2014, date anniversaire du décès de Félix Houphouët-Boigny. 21 ans après sa disparition, les évêques se sont retrouvés à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro pour un moment de recueillement. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire soutient le gouvernement en matière de lutte contre l'insécurité. Plusieurs équipements viennent d'être remis à la police nationale. Le typhon Agupit, annoncé depuis plusieurs jours, a fini par atteindre les côtes des Philippines ce dimanche. Des dégâts matériels considérables ont été constatés. Les grands titres de ce 12h30, Madame, Monsieur, bonjour. 7 décembre 1993, 7 décembre 2014, 21 ans maintenant, que s'est éteint le père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Une commémoration que la direction des cultes et les évêques du pays n'ont pas voulu passer sous silence. Ils se sont réunis pour 72 heures à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro pour une recollection qui s'achève ce dimanche. Le sens de ce moment de recueillement avec Serge Coléa. Prière et recueillement pour le repos de l'âme de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. La commission épiscopale du dialogue interreligieux avec à sa tête son président, Monseigneur Marie-Daniel Dadier, et la direction générale des cultes se réunissent à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro pour une retraite spirituelle de 48 heures qui s'achève le dimanche 7 décembre, date anniversaire de la mort du président Félix Houphouët-Boigny. Au cours de ce pèlerinage, nous voudrions prier pour la paix en Côte d'Ivoire, mais aussi pour qu'il y ait une bonne entente entre les différentes religions. Et puisque l'année prochaine, nous entrons dans une phase électorale, nous voudrions que les différentes religions et les fidèles puissent accompagner le processus. L'archevêque métropolitain de Korogo et le directeur général des cultes, Messamba Bamba, ont échangé sur l'anniversaire des 110 ans de l'évangélisation de la région de Korogo. Ces festivités enregistreront la présence du cardinal Jean-Louis Torrent du Vatican. Toujours au chapitre religion, la mission internationale d'évangélisation et de délivrance des âmes a prié récemment pour la nation ivoirienne. C'était à l'occasion des 17 années d'existence de la MIEDA. Le reportage est signé Thérèse Tapé-Yoboué. Ils sont venus de plusieurs régions du pays, les fidèles de la mission d'évangélisation et de délivrance des âmes, MIEDA, pour cette célébration. Le préfet de région du Bélier et le chef de la MIEDA ont consacré d'importants volets de leur message à la réconciliation, aux élections de 2015 et à la fièvre à virus Ebola qui a fait environ 6500 morts dans la sous-région. La MIEDA, mission d'évangélisation et de délivrance des âmes, est présente au Togo, en France et au Portugal. Son fondateur est le prophète Yahya Kwadjo. Son siège est à Yamoussoukro. Les efforts du gouvernement en matière de lutte contre l'insécurité sont appréciés et encouragés par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. L'institution vient de renforcer les équipements de communication et de protection de la police nationale. Le don a été rendu possible grâce au programme d'assistance contre le terrorisme mis en place par le gouvernement américain. Christelle Honda, Franck Quadio. Postes émetteurs, boucliers, masques à gaz, jumelles et même des menottes flexibles, du matériel de sécurité en pleine ambassade des États-Unis, des équipements de communication et de protection destinés aux forces de la police ivoirienne. Le don est financé à travers le programme d'assistance contre le terrorisme mis en place par le gouvernement américain. D'une panoplie d'outils servant à renforcer la capacité opérationnelle de la police. Le but étant de mieux sécuriser la population. Au total, 16 millions de francs CFA, du pain béni pour le directeur général de la police nationale. Tout le matériel que vous avez donné participe à l'exécution de notre mission, en respectant le droit de l'homme. Donc je tiens à vous dire merci. Un don pour renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, accéléré récemment par un programme de formation au bénéfice de différents services de la police nationale au Sénégal et au Ghana. Les infrastructures publiques de la ville historique de Grand Bassam sont vétustes, des nids de poules qui jonchent les voies principales, des complexes hôteliers qui tombent en ruine et même le grand marché de la ville qui n'est plus praticable. Il y a donc urgence, c'est ce que nous dit dans ce reportage à Serge Gongoma.
Grand-Bassam, cette cité balnéaire de plus de 100 000 habitants, est très fréquentée à cause de ses sites attrayants, dont les plages. Malgré son charme, la ville présente des infrastructures qui souffrent depuis quelques années de dégradation. Parmi celles-ci, le grand marché de la ville, un marché où s'approvisionnent les Bassamois et même certains habitants d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Face à ce constat, une réhabilitation s'impose. Alors, le conseil municipal, avec à sa tête le maire Georges-Philippe Ezali, a lancé récemment un projet de réhabilitation de ce marché. Un geste symbolique pour marquer l'entame du projet. Un coup de pioche à l'intérieur de cette infrastructure socio-économique. Ce sont 180 millions de francs CFA qui seront investis par le conseil municipal de Grand-Bassam dans ce projet. La réhabilitation des infrastructures publiques de Grand-Bassam apportera un coup de soulagement aux populations et contribuera à la bonne marche des activités dans la ville. Les 16 jours d'activisme décrétés par les Nations Unies pour stopper les violences faites aux femmes s'achèvent le 10 décembre prochain. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire a saisi l'occasion pour réfléchir sur des stratégies de lutte contre les violences basées sur le genre ici en Côte d'Ivoire. Baraki Sabomba, Franck Quadio. Les violences basées sur le genre constituent une violation grave des droits humains et une expression des inégalités sociales entre les hommes et les femmes dans le monde. Selon l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, de janvier à juin 2013, il y a eu 865 cas de violences basées sur le genre, dont 283 violences sexuelles. Cette structure de promotion et de vulgarisation du droit et de lutte contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des enfants s'engage contre les violences basées sur le genre. Méthode choisie, la réflexion. Depuis 2011 jusqu'en 2013, les chiffres sont alarmants. Ça veut dire qu'il y a encore des actions à mener. Il y a encore des actions à mener pour que la population comprenne qu'il ne faut pas inutilement exercer des violences sur les femmes, bien sûr les personnes vulnérables. Cette journée de réflexion s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences faites aux femmes. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire entend à cette occasion élaborer des stratégies afin de mieux sensibiliser. Au sortir de cette activité qui a pour thème la journée de réflexion sur les stratégies de lutte contre les violences faites aux femmes, nous demandons à ce que ces violences cessent et que les victimes, celles qui en subissent aussi, les femmes qui en subissent, qu'elles puissent faire la dénonciation. Parce que c'est à travers la dénonciation aussi que les auteurs pourront être poursuivis et punis. Débuté le 25 novembre dernier, ces jours d'activisme décrétés par les Nations Unies prennent fin le 10 décembre prochain. Plus de 300 femmes ivoiriennes vont bientôt bénéficier en Israël d'une formation au métier de l'agriculture et de la commercialisation des produits vivriers. Elles sont pour la plupart membres de l'Union des sociétés coopératives des femmes exploitantes agricoles de Côte d'Ivoire. Éric Goré. Ces productrices du vivrier, à travers ce partenariat, veulent améliorer leur production et la bonne vente de leurs produits. Une fois en Israël, elles seront mises à la disposition des personnes qualifiées dans le domaine de l'agriculture et du commerce. Pendant 2 semaines, ces 300 femmes s'imprégneront des réalités israéliennes. Une note de satisfaction pour la directrice générale de l'Union des sociétés coopératives des femmes exploitantes agricoles de Côte d'Ivoire. Selon elle, les efforts des uns et des autres ont fait reculer la pauvreté pendant ces dernières années. Les gouvernements ont accepté de changer de politique économique afin d'offrir davantage d'opportunités pour les femmes, d'améliorer les lois pour faire respecter les droits économiques et de renforcer l'accès au crédit. Il est bien connu que la productivité des femmes constitue l'un des plus grands moteurs du dynamisme économique. Erez Bousso, le PDG de l'agence de voyage partenaire de l'UCOFEACI, salue à juste titre cette collaboration. Pour lui, cela aura un impact positif sur les activités des bénéficiaires. Notre rôle ici en Côte d'Ivoire, au-delà du voyage que nous organisons vers Israël, est d'apporter un plus au voyage et de connaître des sujets qui aujourd'hui est dans le cœur des préoccupations de la Côte d'Ivoire et de répondre par le savoir-faire. L'Union des sociétés coopératives des femmes exploitantes agricoles de Côte d'Ivoire est une union de plus de 500 coopératives, associations et ONG répartis sur toute l'étendue du territoire national.
Un mot de culture avant d'ouvrir la page internationale. La librairie de France Group et les universités de Côte d'Ivoire viennent de mettre sur pied un projet de facilitation d'accès aux ouvrages universitaires. Le projet a pris forme mardi dernier par une conférence et une exposition de livres à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Estelle Brou, Serge Gongoma. Librairie de France Group apporte son soutien à l'État de Côte d'Ivoire. Cette société de vente de livres s'engage à rapprocher les ouvrages universitaires des étudiants à travers une convention avec les universités du pays. Cette convention permettra la réduction des coûts de certains ouvrages universitaires et la mise en ligne des livres par spécialité, et cela afin de faciliter l'accessibilité des ouvrages aux étudiants. L'initiative est bien appréciée par les responsables d'universités. Nous voulons que nos offres de formation soient des offres d'excellence. Et c'est pourquoi nous réjouissons de la librairie de France dans notre institution. Lorsqu'on fait les cours, nous leur donnons des bibliographies et nous les exhortons à aller voir dans les librairies et dans les bibliothèques, trouver les ouvrages et les lire. Parce que le livre, mais c'est vrai, je l'ai dit, nous sommes dans un monde où de nouveaux outils de connaissance ont plus de l'importance. Mais le livre reste encore d'actualité. Et le livre reste encore un moyen vraiment important de connaissance. Des échanges avec les étudiants en présence des responsables de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, et cela en vue de déceler les difficultés qu'ils ont pour accéder aux livres, ainsi que des expositions d'ouvrages par spécialité ont été les temps forts de cette première journée de rencontre entre les responsables de Librairie de France Group et le monde universitaire. La Cour pénale internationale a annoncé vendredi l'abandon des charges contre le président kényan Uhuru Kenyatta. L'homme accusé de crimes contre l'humanité ne sera finalement pas condamné. Une décision de la CPI bien accueillie à Nairobi. Soulagement à Nairobi, les partisans du président Kenyatta ont fêté samedi la décision de la Cour pénale internationale d'abandonner les poursuites à son encontre. Une décision prise faute de témoins et de preuves suffisantes. Uhuru Kenyatta a été poursuivi pour les violences post-électorales qui avaient fait plus de 1000 morts en 2007, des faits relevant de crimes contre l'humanité. Vendredi, le président kényan s'est estimé innocenté par la décision de la Cour. Dans les rues de Nairobi, la population semblait également se réjouir de cette annonce. Les Kenyans sont heureux. Notre président est de retour et libre. Il peut de nouveau se concentrer sur son travail. Clairement, depuis le début, le dossier est vide. Il n'y avait pas de preuve du tout. C'est un échec pour la réputation de la Cour pénale internationale et pour sa procureure Fatou Bensouda, qui n'a pas réussi à réunir les preuves ni à protéger les témoins dans ce dossier. Une instruction difficile, Uhuru Kenyatta était le premier président en exercice à être soumis à la Cour pénale internationale. C'est une opportunité que la justice internationale a perdue. C'est un jour très triste pour les victimes de ces crimes. J'ai mentionné que les témoins se sont retirés, des témoins qui ont été harcelés et intimidés à un point tel qu'ils étaient terrifiés à l'idée de témoigner pour l'accusation. Le procès du vice-président kényan William Ruto, lui, se poursuit à La Haye. Il est accusé de crimes contre l'humanité dans les violences de 2007. Le président kényan a promis de démontrer son innocence et d'obtenir sa libération. En bref et en images pour terminer, le typhon Agupit a fini par atteindre les côtes des Philippines. Il a touché de plein fouet l'est de l'archipel ce dimanche avec des vents soufflant par rafale à plus de 200 km/h. Des vents qui ont provoqué sans surprise des dégâts matériels considérables. Et c'est la fin de ce quart d'heure d'information. Merci d'avoir été avec nous et excellente reprise demain lundi.